Alors guys, au programme aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer ensemble le nouveau format de l'Europa League. Nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que Manchester United serait l'un des favoris. Nous allons parler également de Greenwood et enfin revenir sur une interview de Dalot. Alors guys, dans le format antérieur de la Ligue des Champions, nous avions 32 équipes. Nous avions 8 poules, dont 4 équipes dans une poule. Chacune de ces équipes devait rencontrer les autres membres en aller-retour, conclusion à domicile et à l'extérieur. Et au final, nous avions les deux premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, la troisième mini-tocard reversée en Europa League et la quatrième éliminée de toute compétition européenne. De la même manière, en Europa League, nous avions la première qualifiée directement pour les huitièmes de finale, la deuxième qui devait jouer un barrage contre les reversibles de Ligue des Champions, la troisième qui était reversée en Conference League et enfin la quatrième qui était éliminée de toute compétition européenne. Ça, c'est l'ancienne version. Aujourd'hui, nous allons assister à une réformation. Nous allons avoir une nouvelle formule pour 2024-2025. En effet, là, nous allons avoir 36 équipes. Nous allons assister à un mini-championnat où il y a 36 équipes. Donc, 4 chapeaux, 9 équipes par chapeau. Alors, comment ça va se passer? Là, nous allons avoir donc un championnat. Chacune de ces équipes vont rencontrer deux équipes de chaque chapeau. C'est-à-dire, peu importe l'équipe, vous allez jouer deux équipes du chapeau 1, deux équipes du chapeau 2, deux équipes du chapeau 3, deux équipes du chapeau 4. Ça fait 8 matchs. Donc, on aura 2 matchs supplémentaires. Sachant que dans ces 8 matchs, nous allons avoir 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. C'est-à-dire que nous allons rencontrer chacune de ces équipes une seule fois. Ça ne sera plus aller-retour, ça sera chacune de ces équipes une seule fois. Et si vous avez de la chance, si peut-être la meilleure équipe, vous la recevez à domicile, tant mieux pour vous. Il n'y aura plus de match aller-retour. Alors, pourquoi c'est bon pour Manchester? Parce que cela signifie, comme je l'ai dit, qu'il n'y a plus de mini-tocards. Les Barcelone, les Juventus qui redescendent en Europa League, ça n'existe plus. Comment ça va se passer? Nous avions un mini-championnat, ce sont les points qui vont compter. Vous allez gagner, vous allez prendre 3 points, match nul 1 point, donc ça ne change pas. Mais donc, celui qui a le plus de points, les 9 premières équipes sont systématiquement qualifiées pour les huitièmes de finale. Ensuite, à partir de la 9e jusqu'à les 16 prochaines équipes vont avoir un barrage entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont se rencontrer et puis, comme le deuxième d'Europa League et les reversibles, donc troisième de Ligue des Champions, là, on aura donc les équipes qui vont s'affronter entre elles. Et derrière, on aura la liste pour les huitièmes de finale. Donc, ce qui change, c'est juste les phases de groupe. On n'aura plus de poules, on aura un mini-championnat et ce sont les points qui vont compter. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes qualifié dès lors de la 4e journée, vous ne pouvez pas vous permettre de faire tourner parce que chaque point compte. Chaque point va compter. Vous avez besoin du maximum de points pour être donc parmi les 8 premières équipes. Alors, nous allons décortiquer ensemble les différents chapeaux. Rappelons que dans chaque chapeau, nous allons jouer 2 équipes, donc 2 matchs, dont un à domicile et un à l'extérieur. Chapeau numéro 1, nous avons AS Rome, Manchester United, Porto, Ajax, Francfort, Lazio, Tottenham, Sociedad et Salzbourg. Je répète, nous allons jouer un match à domicile et un match à l'extérieur. Pour moi, dans le lot, l'équipe la plus forte, clairement, c'est l'AS Roma. Donc, si jamais nous devions affronter l'AS Roma, ça serait mieux de les rencontrer à domicile, par exemple. Chapeau numéro 2, nous avons AZ Alkmaar, Sporting Braga, Olympiakos, Lille, Olympique de Lyon, LASK, Fenerbahçe, Young Boys, Karabakh. Encore une fois, nous allons jouer 2 équipes dans ce chapeau, dont un à domicile et dont un autre à l'extérieur. Chapeau numéro 3, nous allons avoir Galatasaray,
Nous allons avoir Slovan, Molde, Plizen, Bode, Saint-Gilloise, Dynamo Kiev, Ludogorets et Midtjylland. Encore une fois, un match à domicile et un autre à l'extérieur. Chapeau numéro 4, nous allons avoir donc Partizan Belgrade, Sparta, Sheriff, Malmö, Athletic Bilbao. Oh, Bilbao, c'est quand même dur. Athletic Bilbao, Offenheim, Nice, Nicosie, Twente. Donc, c'est-à-dire que là, encore une fois, nous allons affronter donc deux de ces équipes, dont un à domicile et un autre à l'extérieur. Clairement, nous avons besoin de grand nombre de points. Nous avons besoin de prendre le plus nombre de points pour être dans les huitièmes de finale. Pourquoi je vous dis que derrière, Manchester United est favori? Parce que déjà dans un premier temps, il n'y aura plus de réversible. On n'aura plus de mini-tocards comme des Juventus, des Barcelone qui ont une deuxième chance. Nous devions être entre les 8 premières équipes. Et quand je regarde le lot, c'est vrai qu'il y a de bonnes équipes, mais normalement, je dirais Tottenham, Rome, Bilbao aussi, et peut-être, je pense que ça s'arrête là. Peut-être Galatasaray également. Peut-être Galatasaray. Donc voilà comment ça va se passer. Nous sommes l'un des favoris parce que dans le lot, pour moi, la meilleure équipe, c'est Roma. D'ailleurs, c'est lui qui a le plus nombre de points, avec 101 000 points. Nous, on en a 92 000. Donc, ensuite, derrière, il y a Porto. Il y a de bonnes équipes. Il y a Tottenham également. Il faudra faire attention. Mais je me dis que nous sommes dans les favoris parce que, bon, il y a moyen, sincèrement, d'aller chercher cette Europa. J'aime bien cette configuration. Donc, on va faire une espèce de mini-championnat. On va prendre le plus de points possible. Et derrière, on va jouer les huitièmes de finale. Donc là, une fois qu'on aura fini le mini-championnat, on revient à la normale. C'est-à-dire que là, nous allons jouer donc les huitièmes de finale comme d'habitude. On va encore faire un tirage au sort. Huitième, quart, demi et finale. C'est-à-dire que les équipes qu'on a rencontrées pendant les poules, on pourrait facilement se le recoltiner encore en huitième. La question dont je n'ai pas encore la réponse, c'est est-ce qu'on peut affronter directement Tottenham? Je sais que par exemple, on peut rencontrer une équipe du pot 1, du chapeau 1, à domicile ou à l'extérieur. Est-ce que Tottenham fait partie des équipes qu'on peut tirer? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Alors, guys, ça, c'est le nouveau format de la Ligue des Champions et d'Europa League. Vous l'aurez compris, il n'y aura plus de reconversion. Il n'y aura plus de mini-tocard en Europa League. Nous allons maintenant parler de Mason Greenwood. Guys, il semblerait qu'il y ait une infime possibilité de voir Mason Greenwood être joueur de Manchester United l'année prochaine. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, ça va dépendre du coach. Là, si c'est Ten Hag, lui, il va l'accueillir à bras ouverts. Apparemment, il n'était pas content du fait qu'on l'ait prêté à Retafe. Si c'était Ten Hag qui devait décider, il allait garder Mason Greenwood. Bien sûr qu'il est conscient de son talent. Donc si c'est Ten Hag, notre nouveau manager, c'est un bon point. Déjà. Deuxième point, donc il faut déjà déterminer qui sera notre nouveau manager. Est-ce que ce manager-là serait prêt à travailler, à collaborer avec Mason Greenwood? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir donc creuser. Ensuite, il y a aussi le fait que Manchester United pensait avoir de l'argent. C'est-à-dire que la première intention que nous avions pour Mason Greenwood, ça serait de le vendre. Nous cherchons de l'argent, mais le problème, c'est que tous les clubs qui sont venus poser des questions pour l'instant sont des clubs qui demandent soit un prêt, soit un échange, ou alors vraiment une somme assez dérisoire. Nous n'avons pas encore vraiment quelqu'un qui est venu nous dire, écoutez, Mason Greenwood, je l'aime bien, je le prends et je dépose 50 millions sur la table. Guys, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Mason Greenwood, c'est une pépite, c'est un talent. Et je pense qu'il n'a même pas encore fini de se développer. Donc, guys, selon tout ça, peut-être que Mason Greenwood va être encore joueur de Manchester. Mais il y a un autre problème à régler. C'est
le problème des fans à l'intérieur du club, ou même des gens à l'intérieur du club, des gens qui travaillent dans le club. Parce que c'est le problème que nous avions déjà rencontré avec Arnold, où nous avions apparemment, certaines personnes avaient décidé de démissionner dans le cas où Mason Greenwood allait rester. Cela va créer forcément des dégâts au sein du vestiaire. Parce que dedans, il y a des joueurs qui ne seront pas pour, peu importe la raison. Certains vont penser qu'il a battu sa femme, d'autres vont le voir comme un concurrent. En tout cas, il y a plusieurs personnes, pour l'instant on n'a pas encore les noms, mais apparemment il y a plusieurs joueurs qui ne voudraient pas revoir Mason Greenwood. Il y a plusieurs personnes, que ce soit jardinier, que ce soit secrétaire, que ce soit administration, marketing, restauration, médecin, apparemment qui seraient également contre le retour de Mason Greenwood. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faudra normalement gérer. Est-ce qu'on sera capable de gérer tout ça? Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que normalement nous allons le vendre. Parce que je pense que Ineos ne va pas vouloir rentrer directement en conflit avec certains membres de l'équipe, certains membres de l'équipage de Manchester United. Est-ce que tout de suite Ineos vont aller au conflit, affronter ces personnes? Donc pour moi, la meilleure solution, ce serait de le vendre. Mais encore une fois, on parle d'Olysée. Dans le cas où Olysée, on se le fait shipper par Chelsea parce que rappelons-le, apparemment nous n'avons pas à avoir de joueurs pour ce mois de juin, donc nous allons devoir attendre juillet. On peut commencer les négociations, c'est vrai, mais contrairement à Chelsea, ils peuvent arriver bam, 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 bam. Donc, la priorité d'Ineos, c'était Olysée. Olysée peut-être peut nous faire, on peut se le faire souffler sous le nez, encore une fois. Dans le cas où Olysée, on le prend, est-ce qu'on va aller chercher un autre ailier? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait une autre cible. Donc, il y a aussi le cas également de Jadon Sancho. Est-ce que Jadon Sancho, visiblement, Dortmund dit « Nous, on l'aime bien, mais on n'a pas les moyens. Donc, on aimerait bien que vous nous le prêtiez encore. » Est-ce que nous sommes dans l'optique d'aller prêter Olysée, je répète, venait dans le cas où Greenwood et Jadon Sancho partaient. Si Jadon Sancho, on demande un prêt, Greenwood, on demande un prêt, d'où vont venir les fonds pour aller acheter Olysée? C'est ça la question. Parce que je pense que nous avons quand même une certaine priorité, on l'a déjà dit, 6 défenseurs centrales et peut-être latéral gauche, avant d'aller chercher un ailier, et même un attaquant. Donc, tout ça fait que derrière, Greenwood pourrait rester. Peut-être qu'on va se retrouver avec et Sancho et Greenwood, tous les deux, au club. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas, parce que la priorité de Ineos serait de les vendre tous les deux. Non pas pour cela, mais pour des circonstances atténuantes. En termes d'argent, en termes d'Olysée, en termes du fait que nous n'ayons pas d'offres concrètes pour Mason Greenwood. Atlético nous dit un échange avec João Félix. Juventus nous parle de 15-20 millions. Donc on n'a que des clubs tocards qui n'ont pas d'argent, qui viennent lorgner, qui viennent regarder les boutiques. Et ça, il y en a marre. On a des Barcelone qui viennent, on sait tous qu'ils n'ont pas d'argent. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Barcelone, pas d'argent. Atlético, pas d'argent, ils proposent un échange. Juventus, pas d'argent. AC Milan peut-être. Mais AC Milan, ce serait dans le cas où Raphaël Leao partait. Donc, guys, avec toutes ces informations, il se pourrait que Mason Greenwood reste. Est-ce que si je devais choisir entre Greenwood et Olysée, sincèrement, guys, je prends Greenwood tous les jours. Maintenant, il y a un autre point. On a parlé de l'aspect dans le club, mais il y a aussi l'aspect en dehors du club. Quand il va aller dans les autres, affronter les autres équipes, sur les autres pelouses, il va se faire huer, il va se faire insulter par les joueurs, par les supporters. Il y a plein de facteurs. Donc, même pour son bien personnel, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour lui de partir? Mais dans tous les cas, peu importe où il part, surtout si c'est en Angleterre, il y aura forcément la même chose. En Italie, pareil. Rappelons que Greenwood n'est pas blanc. C'est un métis, donc du coup, ça fait preuve de racisme également. On peut utiliser des mots violents par rapport à ce qu'il a fait pour
des actes racistes. Il y a plusieurs facteurs pour Greenwood. Franchement, guys, mais donc selon certaines sources, s'il n'y a pas d'offre concrète, si on se fait souffler au lycée, si on arrive à conquérir les autres membres de l'équipe et du staff, il se pourrait que Mason Greenwood reste à Manchester United. Et enfin, guys, nous allons revenir sur une interview de Diego Dalot. Une interview qui a eu lieu 2 jours avant la finale de la FA Cup. Bizarrement, cela m'est passé sous le nez. Je ne l'avais pas vu, je viens de le voir. Mais en tout cas, dans cette interview, il expliquait à quel point il était content de sa progression, de son développement. Il expliquait qu'il avait vraiment progressé, qu'il avait vraiment travaillé. Apparemment, dans cette interview, le journaliste lui dit que les joueurs autour de lui disent que c'est la référence en termes de motivation, en termes d'abnégation. Apparemment, c'est toujours le premier joueur à venir sur le terrain. Ça, ce sont des choses qu'on aime entendre. C'est quelqu'un qui était conscient de ses défauts et qui a su travailler, qui a su développer. Pour moi, l'année dernière, la question se posait, est-ce qu'on allait choisir entre Dalot et Bissaka? Je pense que la plupart d'entre nous disaient facilement Bissaka. Mais de la manière dont Dalot a bossé pour inverser la tendance, pour moi, je le répète, ça a été mon homme de la saison parce que j'ai trouvé qu'il a été constant tout au long de la saison. Il est revenu sur le fait que parfois c'était un peu bizarre de jouer sur les côtés. Mais en fait, il expliquait que quand il savait qu'il allait jouer à gauche, il allait se mettre mentalement prêt parce que positionnement parlant, en tant que droitier, il ne faut pas laisser beaucoup d'espace pour l'ailier. Donc, il faut vraiment être coordonné, être versatile, mettre en coordination son corps. Il a expliqué le fait qu'il a beaucoup travaillé. Donc, je l'ai déjà dit, c'est le joueur qui vient systématiquement premier à l'entraînement. Donc, c'est un joueur qui a fait preuve de caractère, preuve de détermination. Il est revenu sur les plus beaux centres qu'il a eu selon lui cette saison. Pour lui, ce n'est pas le centre pour Garnacho. Il en a donné 2. L'un, c'était le centre pour McTominay contre Brentford. Et le deuxième, c'était le centre pour Bruno Fernandes. Je ne sais plus quel match. Mais Bruno Fernandes marque une tête lors de ce match. En tout cas, voici les 2 meilleurs centres qu'il a le plus apprécié cette saison. Ensuite, il est revenu un peu également sur ses performances individuelles. Il dit que c'est vraiment très flatteur du fait qu'aujourd'hui, les joueurs pensent que c'est lui qui doit gagner le trophée de l'homme de la saison, mais que cela a toujours un sens du moment où on a un trophée collectif. C'est-à-dire que le plus important, c'est de mettre en valeur le collectif et forcément derrière, les individualités vont se faire voir derrière. Guys, franchement, je reviens sur l'abnégation, sur l'état d'esprit de Dalot. Pour moi, il peut être candidat au capitanat. Je pense. Dans sa manière de faire, vous voyez, même quand il fait un tacle, même quand son collègue fait un tacle, la manière dont il arrive le pousser en mode de genre, ouais, je suis fier de toi, magnifique, il a une aura positive. Et en plus, quand vous l'écoutez, c'est quelqu'un de famille. Il explique qu'il parle beaucoup de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Je ne sais pas s'il a 2 enfants ou 1. Mais en tout cas, il parle beaucoup de sa famille. C'est sa priorité. Donc, c'est un mec qui ne sort pas beaucoup. C'est un mec qui consacre son temps à sa famille. Et il dit beaucoup de choses dans cette interview où il dit qu'en gros, sa famille l'a aidé à venir jusqu'ici. Il a des objectifs et il espère les atteindre. Ça, ce sont des choses qu'on aime entendre, sincèrement. Diego Dalot, merci pour cette interview, guys. Et sincèrement, ça a été, encore une fois, j'adore écouter les joueurs de Manchester. Enfin, j'adore écouter les interviews globalement. Ça me passionne. Vous allez parler de films. Si je vous dis, ça fait combien d'années que je n'ai pas regardé des films. Je peux regarder un documentaire, une interview, même si elle dure 2 heures. Tant que ça concerne Manchester, je vais la regarder avec plaisir. Plaisir. Je vais la regarder et je vais la savourer. Je peux même prendre du popcorn avec. Donc, guys, merci d'être arrivé jusqu'ici. Comme d'habitude, big up à vous. On espère que demain, vendredi, nous allons enfin avoir une décision concernant Ten Hag. On le souhaite, on l'espère et on espère vraiment que nous allons pouvoir tourner la page. On a essayé un peu de tirer, bricoler, de ne pas parler un peu de Ten Hag pour ne pas que ça soit redondant. Mais on espère que demain soit le bon jour. Qu'il le garde, ok. Qu'il le dégage, ok. Nous, on veut juste passer à autre chose. Guys,
Merci d'être arrivé jusque-là. Vous connaissez la musique. Big up à vous tous. Merci. Vous êtes 2740. Ça fait qu'un chiffre, hein, mais je ne m'en rends pas compte. C'est-à-dire quand même qu'il y a 2700 personnes qui sont abonnées, à peu près 2200, 2300 personnes qui regardent les vidéos. Guys, masterclass à vous tous. Je vous dis wonderful. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.